Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sugar Free, Areski Sugar qui vous parle. Aujourd'hui un épisode de podcast spécial podcast, puisque j'ai parlé à Vincent Zuresco qui est producteur de podcast pour La Toile sur Écoute, qui est donc un studio de podcast créé par Pénélope Boeuf. Voilà, mais on a parlé de podcast, de comment lui... c'est un médium qui l'a touché et on a parlé de créer des communautés online, on a parlé de la France versus les États-Unis en termes de podcast et on a parlé de beaucoup d'autres choses. C'est un mec très cool, n'hésitez pas à le suivre sur ses réseaux sociaux comme d'habitude, les liens sont dans la description. Et puis franchement, régalez-vous pour les gens qui aiment bien les podcasts ou peut-être qui pensent à créer leur podcast, parce que j'avoue que on s'est autorisé à donner des conseils. Alors, c'est pas que nous sommes des gens excellents ou quoi que ce soit. C'est juste que on a vécu plus d'essais et d'erreurs. Donc, en vrai, voilà, si ça peut faire gagner du temps à certaines personnes, n'hésitez pas à écouter cet épisode. Ça peut peut-être aider certaines personnes. Et puis voilà, ça vous permet d'avoir peut-être une vision. Ça dépend de quand vous avez écouté les podcasts en premier. Mais voilà, ça vous permet d'avoir peut-être des petites visions différentes de ce médium et de à quel point il commence à être reconnu en France. Comme d'habitude d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast pour Sugar Free avec un petit mot, parce que c'est vrai qu'ils ne prennent pas en compte juste les notes. Eux, chez iTunes, chez Apple, ils veulent avoir un petit mot. Un petit mot genre vraiment sobre, genre vraiment ce podcast a changé ma vie. Tu vois, un truc genre waouh, génial, transformatif, j'ai quitté ma famille pour ne faire qu'écouter ce podcast. Tu vois, un truc vraiment classique, juste pour que ça remonte dans l'algorithme d'iTunes et qu'on ne me propose pas sur la 37e page, si ça ne vous dérange pas. Bisous à tous, bisous à toutes les personnes qui contribuent à mon Patreon. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse d'avoir des épisodes exclusifs. Et d'ailleurs des petits goodies en plus, parce que j'y publie aussi du stand-up, voilà, des vidéos de stand-up que pour les gens du Patreon et que je ne publie jamais en public. Donc voilà, et bisous à tous, profitez bien de cet épisode et à la semaine prochaine. D'un podcast. C'est ça. Studio 404 ? Ouais. Ça parle de quoi Alors, Studio 404, c'était un podcast qui parlait de société numérique. Ok. Donc, comment est-ce que l'algorithme de LinkedIn va pousser les entrepreneurs à faire des posts de 6 pieds de long et de merde, et comment est-ce que enfin là c'est un mauvais exemple, comment ce comportement-là se transmet après dans le reste de la société. D'accord. Alors déjà, pourquoi t'étais intéressé par ça ? Tu faisais quoi comme J'étais en dépression. Excellent métier. Je connais beaucoup de dépressifs professionnels. Je suis rentré d'Angleterre, on m'a filé un job à Paris et ça s'est super mal passé et je suis tombé en dépression. Et mon meilleur ami m'a dit, tu te fais chier au taf, vas-y, tu sais quoi, t'as ton bureau, tu fais rien de la journée, écoute ça. Écoute ça, tu vas voir, tu vas apprendre plein de trucs et tu vas t'éclater. Je suis là, ok. Et j'ai bingé tout ce qu'ils avaient fait en un été. C'est des épisodes de 4 heures. Ouais. Et il y en avait, je sais pas, 80. Podcast que j'aime ça en général en plus. Ok. Et c'était passionnant. Et il y a un épisode où il commence à parler du concept de déconnexion. Donc il y a des gens qui organisent des semaines ou des week-ends de déconnexion. Ouais. Et le débat, c'était de dire, quand tu te déconnectes, tu reviens à un moment et t'as 150 mails, des notifications comme s'il en pleuvait. Est-ce que vraiment... C'est la bonne solution. Est-ce que toute cette détente que tu as accumulée de plus avoir ce stress, tu te le reprends pas dans la gueule en une seule fois ? Ils ont dit, vous savez quoi ? Après avoir débattu pendant 1 heure, on va tester. On va organiser un gros week-end et pendant le week-end, il n'y a rien et on va se faire notre propre avis sur la question. Ah, donc ils ont fait l'expérience scientifique du propos de la déconnexion. Ouais. Mais en invitant des gens... Et c'est ça, ils ont invité des auditeurs, ils ont fait un énorme week-end de camping. Et toi, t'y es allé ? Et alors, je suis pas allé à celui-là, parce que ça fait 6 ou 7 fois qu'ils font ça maintenant. Tous les 6 mois, ils le font. Ok. Et moi, j'ai été au suivant qu'ils organisaient.
etc. Et c'est là que tu as rencontré les autres Exactement. personnes. Et les animateurs, j'imagine aussi. Okay. Ouais, ils sont beaucoup, ils sont plusieurs. Ils étaient 4. Ils étaient 4 plus 4 chroniqueurs, un animateur. Ok. Voilà. Et c'était fou dans le bus, t'es assis, ils sont juste devant. Et puis il y avait mon meilleur ami qui était là. Quand je ferme les yeux, j'ai l'impression d'écouter un épisode. C'est ouf. Mais ça c'est en fait c'est un peu magique parce que là tu décris le rêve en fait de toute personne qui aujourd'hui initie un projet artistique qui a besoin d'un public. C'est à fédérer une communauté en fait autour de du coup en l'occurrence de ses blagues, enfin de ses conversations, de son univers en fait. Puis là de leur personnalité, de leur avis, de leur débat. Enfin c'est vrai que ça regroupe une communauté un peu on pourrait dire des nerds, mais pas que. C'est des gens qui sont passionnés. Bien, parce que t'as des gens maintenant qui arrivent dans la commu qui ont fait j'ai jamais écouté Studio 404. Voilà, parce que en plus ça s'est arrêté et que ça fait quelques années maintenant que c'est autre chose. Mais voilà, les gens ils sont moi j'écoute pas de podcast. Mais comment t'es venu ici? Par un pote et voilà, et t'es là ok. C'est maintenant c'est une communauté qui vit à part entière, une culture. Voilà, au-delà du podcast ou des productions et même au-delà des gens du label qualité qui contrôlent rien du tout. Enfin ils regardent quand même. Oui. Bon, faut faire gaffe à ce qui se passe quand le truc se finit en truc d'extrême droite, tu sais pas pourquoi. C'est ça, t'as une communauté à ton nom quand même, donc à un moment faut faire gaffe. Écoutez, ça a commencé, on faisait des barbecues et maintenant les gens portent des trucs pointus et sacrifient des vierges, on sait pas ce qui s'est passé. Le grand cul, vraiment. C'est mieux que le Z, mais et donc il y a eu un tour de table pendant ce week-end où fallait tout le monde, on était 80, tout le monde s'est présenté. Waouh. Donc ça a duré un peu de temps, mais c'était trop cool. Et je sais pas pourquoi, il y a quelqu'un qui a dit vous avez exposé votre œuvre de fiction favorite. Ok. Et moi j'ai dit j'adore Doctor Who, bonjour, je m'appelle Zu, je me fais chier dans ma life et j'adore Doctor Who, voilà. Et 3 jours après ce week-end, il y a quelqu'un qui était là qui fait on va lancer un podcast sur Doctor Who, est-ce que tu veux venir? Ouais, je me fais chier, donc ouais. Et puis de fil en aiguille, j'ai participé à celui-là. Et puis il y en avait un autre à côté où il fallait mettre un peu d'énergie, gérer des trucs. J'ai géré le truc. Puis il y avait une asso et j'ai rejoint l'asso. Et puis j'ai organisé. Et puis voilà. C'était ta porte d'entrée en fait dans toi-même le podcast quoi. Ouais. Putain, c'est trop marrant quoi. Mais ça c'est parfait. Écoute, je savais pas, je connaissais pas Studio 404, mais pour moi c'est tout ce que je voudrais faire en fait, mais je l'accepte que maintenant, le fait que je voudrais quand même créer une communauté de gens qui ont les mêmes intérêts que moi, dans le sens où j'ai toujours été contre les communautés de manière générale. Non, c'est vrai. Mais en même temps c'est le truc comme tu disais qui peut dériver tellement et puis en fait c'est pas tant si t'as raison, c'est un peu la dérive. Après il y a on va rentrer dans ma psychanalyse mais tu sais, il y a ce truc d'immigrés où en fait, même déjà, tu sais, même en Algérie, nous on était une famille, on parlait français ou des trucs comme ça. Donc en fait, j'ai jamais moi ressenti une appartenance à un grand groupe, quel qu'il soit. Et quand t'es un immigré, que t'arrives dans un autre pays, tu sais à quel point tu peux le refaire en fait. C'est-à-dire que même à tout moment, je vais aux États-Unis. Et donc, le fait que je me sois senti de la communauté française, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est les gens qui vont t'entourer ou que tu ailles, etc. Donc, j'ai jamais souscrit à ça, surtout que peut-être parce que je suis un contrôle fric, ça m'intéresse pas. Les communautés que je peux pas contrôler. Si, effectivement, comme tu dis, si à tout moment, les gars, ils décident, oui, et au fait... les homosexuels, il faudrait les mettre dans des camps. Non, c'est pas. Non, à la base, c'était Doctor Who, en fait. Ouais. Mais tu vois, même ça, tu te dis, on aime tous Doctor Who. C'est un exemple hyper. Mais on aime tous la série. Et ouais, mais quand même, c'était mieux avant. C'est quand même cool aujourd'hui. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais cet épisode, il est nul. C'est pas le meilleur, mais ok. Et puis cette actrice, elle est vraiment mauvaise. Et donc, tu commences à avoir des factions, des machins. Tu sais, c'est comme le Parti Socialiste. Tout le monde est d'accord, sauf qu'il y en a pas deux pour se mettre d'accord. Mais justement, tu vois, en général, ça se passe toujours par un truc négatif. De la critique non productive ou constructive.
Et surtout quand tu proposes rien, c'est-à-dire tu proposes pas, il n'y a pas un élan vers quelque chose. Tu vois, tu peux pas dire j'ai hâte que la 14e, enfin plutôt que la 34e saison sorte. Et t'es obligé d'être effectivement dans le moi j'ai aimé ça mais j'ai pas aimé ça et du coup on va se faire des groupes dans les groupes ou des choses comme ça. Alors qu'on pourrait juste dire ouais je comprends, moi, j'ai pas aimé. Mais je suis content que ça ait été fait et puis j'aimerais la prochaine fois. Et qu'en vrai entre deux personnes qui aiment, on est vachement plus proche entre nous deux qu'avec n'importe. C'est trop marrant. Dans une soirée de bobo, on est en train de parler du bobo à la fine fleur, quoi. Et y a des gens qui sont dans un trouble, ok. Et les deux personnes aux extrémités du trouble se posent des questions sur est-ce que le trouble va continuer parce que ils ont des opinions divergentes sur la prostitution. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est genre favorable et l'autre qui est défavorable à la prostitution, pas pour les mêmes raisons. Et je suis là, mais en fait, les gars, déjà, tout ce qui vous met en commun, au point de dire, tu sais, nous, on n'est pas des trucs monogames, on est dans un trouble et on baise la même personne. Tu vois ce que je veux dire ? C'est même vos organes sexuels vous rassemblent et quand même vous allez vous dire je peux plus voir cette autre personne parce que juste sur un événement, enfin sur un truc, on n'a pas la même opinion. Et je pense qu'aujourd'hui on va tellement dans un absolutisme, c'est-à-dire que ta communauté ça doit être toi au final. Ça doit être les gens qui sont 100% d'accord. Il y a que toi en fait. Il y a que toi qui sera d'accord. Tu peux pas jamais. Mais tu vois là ce que tu décris. Moi, j'ai déjà vu ça dans des couples. Non, mais même à deux, déjà, les gens... Tu vois, c'est à deux dans un couple, et t'es là. J'ai appris qu'ils votaient extrême droite, donc on va pas pouvoir rester ensemble. Non, mais c'est la partie extrême, mais tu vois, cela dit, fromage en carré. Ça, j'avoue. Mais après, je comprends que, tu vois, il y a besoin on va dire d'un socle politique, par exemple, tu vois, un peu similaire, etc. Et encore, c'est-à-dire que moi, j'aimerais bien militer pour un truc de... En fait, voilà, moi j'ai des potes, ils sont pas forcément, tu vois, du même bord que moi, ils pensent pas les mêmes choses sur tout, mais en fait, j'ai le droit d'aimer des gens, en fait. Mais c'est ça. Et eux, ils m'aiment. Donc, juste cet amour est plus grand que n'importe qui est soi-disant exactement d'accord avec moi dans le Parti Socialiste, mais qui derrière n'a jamais rien fait pour moi et ne fera jamais rien pour moi, tu vois, dans les faits. Mais c'est difficile de vendre les personnes entières et de les aimer pour leur qualité et de pas forcément les détester pour leurs défauts. Exactement, ouais. Et de trouver le juste équilibre et ouais, des fois c'est difficile de même vendre ça en disant... j'ai une copine, on s'est retrouvé avec une copine, on discutait, c'était aux élections d'avant. Ouais. Et puis moi j'allais faire barrage à Le Pen en votant Macron. Ouais. Puis elle a voulu faire barrage à Macron en votant Le Pen. Ouais. Et t'es là... on n'est pas d'accord. On n'est pas, clairement pas. Mais ça n'empêche que, on se connaît depuis 15 ans et qu'à un moment, humainement, il y a d'autres choses qui nous lient et que, ça, on n'en parlera pas trop et puis c'est tout. Ou alors, quand on en parlera, on s'écoutera et on essaiera de comprendre l'autre. On sera toujours pas d'accord à la fin. Mais tu vois, je pense que j'ai pu passer par différents états aussi, c'est-à-dire que peut-être qu'effectivement j'aurais été plus polarisé à un certain moment et j'aurais été plus, encore une fois, absolutiste comme un site et de dire oui, non mais là ça c'est vraiment la ligne à pas franchir, c'est inadmissible, etc. Et en fait, tu sais, au bout d'un moment tu fais genre de toute façon il y a rien qui compte vraiment à l'extérieur. Toutes les règles arbitraires c'est fake. Par contre, le seul truc pas fake, c'est que tu viens chez moi avec des pâtisseries. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est ça. À un moment, il y a des gens... je vais pas bien et j'appelle cette personne et elle est là. Ouais, c'est ça. Écoute, peu importe c'est le truc important. Qui a été... Et le moment le plus polarisant pour ça, c'est les déménagements. C'est là où tu reconnais vraiment les gens qui sont... amis. Mais oui. Déménagement et aller à l'aéroport à 7h du matin. Mais c'est ça, c'est ce genre de truc. Ouais. Mais pour en revenir à fédérer une communauté, tu vois, encore une fois, donc j'ai jamais été fan de communauté, donc
pour moi même, je suis contre, c'est-à-dire que je suis contre. J'aime que, pour les mêmes raisons où j'aime que tu puisses exercer ta pensée critique sur tout, y compris ce que disent les gens justement qui sont proches de toi. Et pour moi, c'est un peu le premier pas vers un engrenage de tout accepter parce que le groupe dit des choses, en fait. Pour moi, c'est ça la communauté. Mais plus ça va, plus je me dis, ouais, mais en fait, tous les autres, ils se les créent, leur communauté, sans se poser de questions. Donc je suis presque maintenant arrivé à un niveau où je me dis, non, mais en fait, oui, t'as le droit toi aussi d'avoir les gens que tu considérerais comme très facilement tes amis parce qu'ils sont intéressés par les mêmes choses, etc. Et c'est vrai, c'est bête, mais tu vois, je le vois un peu avec les gens de mon Patreon ou des choses comme ça. Je me dis, putain, c'est fou, vous vous êtes rejoints sur les choses que j'ai créées, mais du coup, on a une fibre similaire, tu vois. Oui, mais c'est ce que j'allais te dire. T'as ce cœur, t'as ce centre un peu névralgique, bon, qui te paye en plus. Qui m'apporte des pâtisseries, en vrai. C'est ça, hein. C'est tout. Merci d'ailleurs à tous et à toutes. Allez, on va te faire la liste. Jean-Marc, Sophie. En vrai, il faut que je le fasse, ça fait depuis longtemps que je l'ai pas fait, on le fera à la fin. En mode Club Dorothée. Yes. Mais non, donc déjà, eux, ils se retrouvent à travers ce que tu fais. Mais ouais, ça veut pas dire qu'ils vont se retrouver forcément entre eux. Et c'est là la différence. Ouais, c'est ça. Oui, c'est que tu peux créer, par exemple, un événement, genre ton spectacle, où les gens vont se retrouver et être contents de participer à ce truc-là. Mais c'est un début boire des verres après. Oui. Voilà. Bah si, tu vois, là, ça fait partie de l'event. De boire des bières avec toi après. Oui. Ou non, mais même entre eux, sans moi. C'est ce que je veux dire. Non, parce qu'ils viennent pour toi. C'est ça, il faut aussi accepter quand tu fédères ta communauté que c'est quand même toi très pyramidal et que tout le monde te regarde. En fait, je pense que c'est ça aussi où j'ai du mal. J'aime bien juste... en fait, pour moi, le podcast ou même le spectacle, et tout ce que je dis, c'est juste les idées. Et je préférais que les gens se réunissent autour de mes idées, mais ne pas être là. Parce que y a un côté un peu... Je sais pas, tu veux faire de la politique, en fait. Exactement. D'ailleurs, c'est le moment de vous dire que j'ai 499 signatures. Donc, non, mais de toute façon, tu sais quoi, tout est politique. C'est-à-dire que pour moi, je me dis, genre, si tu fais du stand, dès que tu as une parole publique quelque part, et même sans parole publique, dès que tu fais quelque chose, c'est politique. Donc, faire de la politique, pour moi, c'est pas non plus un art qu'en soi. Et tu sais quoi, avec les podcasts, je pense que ce que j'ai fait ou ce que j'ai produit en podcast, c'était un peu de la politique dans un certain plan que j'avais, en fait. En tout cas, tu donnes ton avis, et tu permets à des gens de donner leurs avis exactement. Sur des sujets, des fois de manière bien bourrine. Oui, justement. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'à un moment, pas de filtre, pas de forme. Qu'est-ce qui, toi, t'a motivé à produire des podcasts? Le temps. Ouais. L'ennui. Ouais. Non, mais j'ai du temps disponible et je supporte pas le vide. Donc à un moment, tu sais, j'ai 1 heure à rien faire. Et comme faut que je lance un nouveau projet. Comme il y a rien de plus chronophage qu'un podcast, c'est parfait pour remplir le vide. Ouais. Donc à un instant T, avant de commencer à faire ça professionnellement, je crois que j'en avais 7 ou 8 que je gérais au quotidien. Pas forcément tout seul. Il y en a plusieurs où j'étais avec une équipe derrière, mais où c'était quand même moi la tête de pont. Donc ça prenait du temps. C'était donc clairement remplir des choses. Mais l'avantage du travail où je suis payé à rien foutre, c'était ça. Hein, c'était pouvoir gérer ton temps libre comme tu veux, quoi. Bah ouais. Et non, mais pourquoi justement le podcast? Alors bien sûr, ton expérience avec Studio 404 et du coup le Doctor Who, mais est-ce que toi il y a un truc qui te plaît dans le format ou qui t'a plu plus dans ce format que je sais pas, tu vois, en vrai produire des vidéos YouTube de quelqu'un, je sais pas. Déjà les vidéos YouTube, je veux dire c'est le passé. Ouais. Non, ça existe depuis des années et des années, on en consomme, c'est cool, il y a plein de trucs super. Mais c'est devenu un truc professionnalisant et si tu veux faire quelque chose de bien, soit ça a déjà été fait, soit faut mettre des moyens, faut faire des trucs. Là, tu peux
Toi, je prends mon téléphone, je marche dans la rue et je peux faire un podcast. Ouais. Et Navo l'a fait. Non, mais tu vois, j'imaginais, j'étais à une conférence cette semaine et il parlait d'un truc. Et à un moment, ça m'a donné une idée. C'est, viens, tu fais un podcast quotidien où moi, je prends les transports tous les jours. Et genre, quand je monte dans le métro, et ben, je pose une question à quelqu'un, un truc genre, vous avez vu la news hier? Et je fais ça, genre un 2 minutes quotidien, comme ça, en posant des questions quand je prends le métro, vraiment à l'arrache. Et j'appelle ça le train-train quotidien. Voilà. Parfait. Et le concept est parfait. Le concept est... Oui, tu veux dire la facilité avec laquelle, au final, tout le monde peut avoir une voix à donner avec son prisme de la vie, etc. Et puis, c'est hyper libre, c'est hyper ouvert, tant dans la techno que dans la manière de faire. Alors que YouTube, ça reste... c'est une entreprise en soi. Oui. Et demain, YouTube décide que les chats sont bannis de YouTube. Oui, c'est terminé. Alors que le podcast, même si demain, ils disent, alors là, votre truc sur 50 nuances degrés, c'est mort. Ouais. T'es là, vous pouvez arrêter, effectivement, de l'héberger, vous, mais le flux RSS, la techno, demain, je fous ça sur un serveur, un machin, et je le balance quand même. On s'en fout. Les trucs comme Donjon Nullbuck, ou... ça existait avant, et c'était déjà des podcasts. Oui, c'était déjà des podcasts, ça va. Donc, c'est ça que j'aime. Et puis après, moi... j'ai une grosse tradition dans ma famille, c'est les fictions radiophoniques. On écoutait ça quand j'étais gamin. Où ça, sur quoi mon père, il avait acheté des CD de fiction radiophonique. Genre, t'avais... je savais même pas que ça existait, qu'on pouvait en acheter, etc. Enfin, avant, c'était même des cassettes, tu vois. Genre, quand j'étais vraiment tout gamin, genre le magazine Où est Charlie, t'avais une cassette audio avec les aventures de Où est Charlie dedans. Et t'es là, ok, donc Où est Charlie qui est sur la banquise, il a un snowboard qui fonctionne au jus d'orange. T'es là, ok, pourquoi pas. Je comprends maintenant. Pourquoi tu étais tout de suite attiré par tous les podcasts de fiction, en fait, tout simplement. Et le gros truc, ça a été un truc qui s'appelle Signé Furax, qui était fait par Pierre Dac et Francis Blanche, donc qui étaient 2 humoristes de renom. Et ils ont fait ça pendant 4-5 ans. Et il y a 45 CD. Et c'est l'histoire... alors, toi, c'est le genre de truc, la première saison a été perdue. Bon, voilà, donc déjà... Mais c'était sorti à la radio, ça, à la base ? C'était quotidien à la radio. Ok. Et genre, t'avais des séances des parlementaires qui... Excusez-moi, nous allons interrompre la séance, c'est l'heure de signer Furax. Ok. Mais attends, là, tu es en train de parler de quelle année exactement ? 1952, 1953. Voilà. Parce que pour moi, tu sais, dès qu'on me parle de fiction audio, je pense à des années 30, Orson Welles, tu sais, genre... mais ça aussi, c'était ouf. Et donc, le plot, c'est les monuments de Paris, enfin, les monuments de France disparaissent et sont remplacés par des faux. Ok. Genre, l'obélisque, en fait, il est en carton-pâte, et sauf qu'il y a des hiéroglyphes en plus, et les hiéroglyphes, ils disent « Signé Furax ». Ok. Et donc, t'as 2 détectives qui vont essayer de comprendre. D'accord. Ok, donc Furax, c'était un mec, ils le connaissent, ils Bonne savent accroche, et tout. Déjà, mystère. Et c'est ça. Et en fait, il y a une secte qui vénère un truc qui s'appelle le Boudin Sacré, qui est derrière tout ça, et ça part en live, et il y a du voyage dans le temps, il y a du voyage dans l'espace. C'est ouf. Et tout ça en 1950. En fait, c'était déjà Doctor Who, en fait, un peu. ouais, mais un tout petit peu avant. Ok. Les Envahisseurs avant. Oui. Parce que t'as le truc avec le petit doigt tout dur, eux, ils l'ont fait avant aussi. Avant, ouais. Mais avec du parmesan. Ouais. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a un côté de... Et on n'a pas beaucoup de moyens, mais en fait, on vous fait vivre autant d'histoires que ce que vous considérez être la culture normale. Et puis, tu te retrouves à avoir un caméo d'un mec qui est pas... Le mec est figurant, c'est Raymond DeVos. Ouais. Ok. Et ça, c'est ton père, c'est dans ta famille, c'était vraiment vous étiez friand de ça, en fait. Ouais, et quand on partait en vacances, genre l'été... Dans la voiture ? Dans la voiture, pendant 2 semaines, on faisait masse de bagnole et tout, et on écoutait le truc, à tel point que des fois, genre, on faisait le petit détour en plus pour avoir 10 minutes de plus pour finir l'épisode, parce que quand même, là, il faut voir la fin. Et toi, maintenant, est-ce que tu fais de la fiction plus, en proportion, je veux dire. Non, en proportion, je fais très peu de fiction, malheureusement. D'accord. Parce que c'est moins bankable, en fait. Non, c'est ce qui prend le plus de temps. Ouais. Et que j'ai pas forcément le temps, ni les scénarios. Parce qu'il faut c'est ça le truc, toi, là, on fait de la conversation. Je suis arrivé. Oui, bien sûr. J'ai bu un café, on a discuté et c'était parti. La fiction, faut écrire, faut machiner, c'est beaucoup plus de taf et et si c'est pas rémunéré, du coup c'est... Non, mais même en étant rémunéré, il me faut plus de personnes.
Non, je veux dire, pas toi, mais genre pour un scénariste. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi écrire un truc? Non, mais en plus. Si, au final, oui. Mais voilà, des histoires ou des trucs. Là, il y a deux fictions, deux personnes qui me courent après parce qu'ils ont des scripts et ils sont là. Vincent, on aimerait faire. Ouais. Alors, j'ai pas le temps. Et oui, parce que tout de suite, la fiction, c'est coordonner beaucoup de choses, les comédiens, mais aussi beaucoup de mixage son après un posteriori. Le compositeur, le machin. Enfin, rien que nous, donc on a fait Pépite ensemble. Ouais. C'était 10 épisodes. Ouais. 25 personnes. Putain, oui, oui. Voilà. Tu comptes en moyenne, effectivement, 2-3 personnes par épisode, plus les voix additionnelles par-ci, par-là, les machins, les trucs. Ça a été... En pré-prod, t'as mis combien de temps? Anouk est arrivé fin mars, avec déjà la première ébauche. Elle avait déjà vachement bien bossé. Ouais. Je lui ai fait tout réécrire pendant 6 semaines. Ouais. Parce que les formats étaient pas homogènes. Voilà, fallait que ça colle, fallait mettre un peu de fil rouge par-ci par-là. Et on a commencé à enregistrer fin mai. Ok. Le premier enregistrement fin mai, le dernier fin juillet. Ok. Et c'est sorti entre le 1er juillet et le 31 août. Dès que t'étais OK avec le projet pendant que Anouk réécrivait les scripts, est-ce que toi, t'as déjà commencé du coup à mettre en place toute la prod Moi, j'avais déjà commencé à chercher les comédiens, à essayer de trouver un générique, à les endroits où tourner, où enregistrer. C'est ça, ce qui a été fait dans l'appart de mon frère. Ouais. Et au Charlie. Ouais, ok. Donc voilà. Ah ouais, système D quoi. Ouais. C'est ça, système D tout le temps. Et un épisode chez Anouk aussi. Et tu vois, voir le graphiste pour avoir un joli visuel, un machin. Donc, attends, tu disais fin mars et fin mai, donc ça fait quand même 2 mois. 2 mois de pré-prod. Sachant que c'est pas à temps plein en plus. Oui. Parce qu'à côté, je gère encore les 5 autres podcasts. Je suis au bureau, au bureau de 8 heures. Tu considérais que, là, regarde, maintenant que tu fais que de la prod de podcast, ouais, en fait, t'es toujours obligé de jongler avec, de toute manière, plusieurs podcasts, en fait, quoi qu'il arrive. Oui. Tu peux pas... Est-ce que tu pourrais te dire, bon, écoute, là, en fait, non, pendant les 2 prochaines semaines, je vais faire que ça. C'est possible ou non, en fait? Parce qu'il faudrait que le projet soit les mains assez d'envergure. Parce que, non, mais même, t'aurais quand même besoin de continuer à faire le monitoring de production des autres trucs aussi. Des trucs qui sont déjà lancés, oui, toujours. Parce que... Tu vois, là, je fais le podcast avec Jean-Michel Apathy, il sort du lundi au vendredi. Ouais. Donc, tous les matins, le premier truc que je fais en me brossant les dents, c'est lancer l'épisode pour voir qu'il est bien bon, même si j'ai déjà vérifié 15 fois avant. Oui. J'ai vérifié la première fois où je l'ai chargé, je l'ai vérifié genre le vendredi. Tu veux dire le lancer vraiment depuis Apple, mon téléphone, comme n'importe qui. Oui, comme n'importe qui, pour être sûr voilà. que... ça, j'avoue, je le fais. Je le fais un peu. Et ça, c'est tous les matins. Ouais. Et le mercredi, j'ai Apathy et j'ai 6 autres podcasts à écouter. Ouais. Donc tout ça, ça reste. Et puis ouais, c'est vrai que... Mais si on me dit, tu bosses que sur ce projet-là, je bossais que sur ce projet-là, je suis content. Hein. Mais par contre, derrière, il faut que les gens soient disponibles aussi. Mais Parce que sinon, ça veut dire que tu passes 80% de ton temps à attendre. Oui, bien sûr. Bon, mais je trouve que pour les gens qui ont peut-être commencé le podcast et... plein d'autres side business ou même plein d'autres activités en même temps que leur taf. C'est plutôt cool parce que ça nous a peut-être appris à vachement optimiser notre temps et streamliner notre production, en fait, tout simplement. Il y a ça, et en même temps, te dire que si tu passes ton temps à switcher d'un truc à un autre, t'es pas efficace. Ouais, t'es pas efficace et puis même... quand t'es installé à faire du montage, c'est allez, c'est parti. Ouais, moi j'aime bien binge editing, binge monter ou des choses comme ça. C'est pour ça que j'aime bien enregistrer aussi. En fait, tu comprends. En faisant du podcast, tu comprends la télé, du coup. Tu vois, tu comprends pourquoi c'est intéressant d'enregistrer 7 épisodes des Amours. Tu vois, et ensuite faire le truc. Alors, bien sûr, ça dépend après du concept du podcast en général. Mais quand t'es plutôt sur quelque chose d'actualité, etc., tu te dis, malheureusement, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir faire, puisqu'il faut quand même qu'on parle des choses qui se passent dans la vraie vie. Et encore, parce que, tu vois, tu peux te dire, vas-y, on a 15-20 sujets
qu'on calera si on a ouais, de toute manière. Et ils sont prêts, ils sont là. Et on peut se réunir au cas où, dès que la Russie envahit l'Ukraine. ouais. Mais voilà. Ouais, c'est un peu ce qu'on a fait pour le dernier podcast après la fin du monde. On a fait genre, tu sais, un emergency podcast de Russie. Mais on a, tu vois, d'autres épisodes sur des thèmes. Celui que j'ai écouté cette semaine, enfin, c'était celui d'il y a 2 semaines. Ouais. Qui parlait d'un truc dans l'actu et j'étais là. Alors ça, c'était l'actu d'il y a 3 mois. Ouais, peut-être, effectivement, ouais. Et ah oui, donc ok, il y a du décalage. Après, c'est ça qui est cool aussi dans les podcasts, c'est que même par rapport à juste la sortie, comme les gens ont l'habitude, tu vois, comme tu as fait par exemple pour Studio 404, d'aller réécouter plein d'épisodes avant, tu peux te rendre compte que alors pas la plupart des écoutes, mais il y a beaucoup d'écoutes qui sont faites a posteriori. Donc en fait, ça gêne jamais vraiment personne de te dire j'ai écouté cet épisode du podcast et c'était l'époque où il s'était passé ci ou ça dans le monde réel. Dans le cadre de Studio 404, c'est encore plus drôle parce qu'ils font plein de prédictions et t'es là. Vraiment. Et ça s'est avéré ou pas du tout? Alors il y a des trucs qui se sont avérés et des trucs où ça c'est le crowdfunding Netflix, ça arrivera jamais en France. C'est trop marrant, putain. Et t'écoutes ça et t'es là, ouais. C'est génial, ça. Moi, en vrai, ça, c'est le truc qui me fait kiffer le plus. Au moins des gens qui n'ont pas peur de faire des prédictions, justement. Parce que plus personne n'ouvre trop sa gueule, tu sais, j'ai l'impression. Il y a eu cet effet des journalistes de première, tu sais. Ils ont toujours... ils y ressortent parfois. Tu sais, voilà ce qu'on a dit il y a 20 ans sur enfin, pas le parrain, mais tu vois, voilà ce qu'on a dit dès que c'était sorti ce film. Et en fait, désolé, ça fait 6 milliards de dollars au box-office. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tous les gens qui sont médiatisés, ils osent pas. Du coup, ils disent rien. Ils disent, bon, ça, c'était plutôt sympa. ça, c'était plutôt... Voilà. Et puis, bon, bonne chance. Hein. Et comme ça, c'est lisse, mais du coup, personne ne donne son avis. Quoi. Et personne dit vraiment rien, alors que toi, ça... Ça. Bon, je me suis planté. Qu'est-ce que ça arrive à drôle. Tout le monde. Oui, et puis c'est pas grave, en fait. Tu vois, personne ne va le crucifier, ce gars. Mais ouais. Et mince, qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, de la production pendant que tu faisais un taf et maintenant que t'as plus... Enfin, maintenant que c'est que ça, ton taf. Un changement particulier, comment tu te sens par rapport justement à la production? C'est juste la même chose mais avec plus d'heures? Il y a plusieurs choses. Il y a le fait que c'est la même chose mais maintenant je suis payé pour. Oui. Donc ça c'est super cool. C'est magnifique, oui. C'est-à-dire, ce que je faisais beaucoup la nuit quand même, maintenant de le faire réveillé et en pleine possession de mes moyens. Mais par contre, ce qui veut dire que ce que je faisais la nuit, il faut que je l'arrête parce qu'à un moment je peux pas faire et la journée et la nuit. Faut que je fasse autre chose de ma vie que des podcasts. Oui. Et je suis dans cette phase où j'essaye d'en arrêter et de me libérer de... Tu veux dire de te trouver une sorte d'autre... Pas hobby, mais oui. C'est-à-dire qu'avant, c'était ma passion et mon hobby. Maintenant, c'est ma passion et mon taf. Il faut que mon hobby, ce soit autre chose. Mais écoute, je te comprends totalement parce que c'est aussi pour garder d'ailleurs du fun dans le tout parce que quand tu prends un hobby, tu le monétises. Du coup, maintenant, ça devient du travail. Donc déjà, il faut y garder le fun que tu avais quand c'était pas ton travail. Mais c'est vrai qu'avoir aussi une soupape mentale de décompression dans le sens où en fait que tu aies d'autres images que ton bureau en fait dans la vie. Et même, est-ce que ton écoute d'autres podcasts a changé? Est-ce que tu écoutes moins de podcasts par exemple? Ouais. J'en écoute moins parce que comme je passe pas mal de temps dans la journée pour le coup à écouter ce que je produis, le soir, mes oreilles sont beaucoup plus fatiguées et ça m'arrive le soir de juste prendre les transports et de pas mettre de podcast. Chose qui m'arrivait pas avant. Je veux dire, mon rythme d'écoute est passé du simple au double. Non, du double au simple. Oui. J'ai divisé par 2 quasiment. Non, mais ce qui reste énorme, il paraît, mais parce que j'écoute trop. Mais moi, je suis là, j'arrive plus à écouter tout ce que je veux écouter et je suis obligé de me dire ça je vais pas l'écouter. Oui, tu screens plus et non mais ça c'est pareil hein, pour les podcasts mais même le stand-up moi aussi tu vois quand tu passes toute ta journée à en écrire, tu le joues et au final on va peut-être faire une pause maintenant tu vois quand je rentre chez moi le soir peut-être je joue aux jeux vidéo. On va penser exactement. Et après c'est ça un peu mon problème, c'est que je pense à tout transformer
En podcast ou en blague. En podcast ou en blague, etc. Et il faut pas que ça devienne chiant. Tu sais, j'ai fait... là, on reprend un petit peu petit à petit le podcast de ciné que j'avais fin de séance. OK. Et abonnez-vous. Mais je me souviens d'un moment de ma vie où j'avais commencé donc le stand-up, etc., où ça me faisait un peu chier parce que je prenais ça un peu trop au sérieux dans le sens où en fait c'était ma seule évasion. C'était ça le ton cinéma. évasion. Bah oui. Et maintenant, je commençais à regarder des films en me disant des choses et en me disant il faudrait que je dise ça dans le podcast. Et là, je me suis dit non. Là, stop, on arrête. Parce que sinon, je vais me pourrir moi-même ma consommation de films, tu vois. Et nous, ça nous est arrivé sur le podcast sur Doctor Who. J'ai une de mes collègues, Pomme, qui dit Doctor What m'a gâché Doctor Who. Ouais. Parce que maintenant, on regarde des épisodes et on analyse les trucs et on est beaucoup moins dans le ressenti. Oui, exactement. Et à force de décortiquer, on est là, putain, ce personnage, vraiment, il est insupportable. Et oui. Alors qu'avant, on était là, oh, c'est cool. Oui, et puis c'est tout. C'est juste, tu profites et tu peux avoir des choses à dire, mais qui viennent de l'émotion, en fait, presque. Mais ouais, je suis d'accord, mais ça demande soit une pause, soit tout un processus interne qui fait qu'au final, maintenant, vous savez quoi, je vois mes films et je vais pas forcément structurer excellemment bien ma pensée, spécialement quand t'es pas payé pour ça. Mais on reste dans l'émotion, voilà, on s'en fout. Exactement, oui. De toute façon, ça n'est que ça, de toute manière, l'art. Donc, mais ouais. Et mais je comprends le coup de le fait de devoir faire le podcast derrière. Bah, te gâche un peu le enfin, ou en tout cas t'es déjà dans le travail, ouais, t'es déjà dans la productivité, dans le machin, alors que à la base t'as juste envie de voir des films. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et donc ouais, cette tendance à entre guillemets monétiser, même s'il y a pas d'argent, mais monétiser toutes les choses possibles, parce que il y a un peu cette envie peut-être très puéril de partager les choses que t'aimes bien. Donc tu vois, t'aimes bien quelque chose, tu te dis mais vraiment vous aussi vous pourriez passer des bons moments avec ceci cela, donc je pourrais vous le partager justement dans un podcast, dans un format particulier, etc. Mais faut penser à quand même je comprends de plus en plus toutes les notions de, tu sais, pas de jardin secret, mais presque, tu vois. Si, c'est ça, il faut garder des choses pour soi, et à un moment si tu veux vraiment en parler, parle-en à ton psy, mais... Exactement. Ouais, c'est ça. Non, mais il faut... On a tous plein d'idées. Je veux dire, je suis sûr que tu as un carnet ou un truc où tu as toutes les idées que tu vas pas forcément faire. Dans mon notepad, il y a idée 5. C'est la 5e note. Voilà. Et pareil, j'ai dans mon drive un fichier avec des brouillons de podcasts ou des trucs. Peut-être un jour, il y a quelqu'un qui vient voir qui fait « Ah, j'ai envie de... » Tu sais quoi, ça me rappelle une idée que j'ai eue, tiens, et puis la personne se lance et toi t'es content, et puis voilà. Ouais. Mais à un moment, il faut aussi accepter les idées resteront que des idées. Oui, ça c'est difficile, ça. Et à la limite, elles seront peut-être plus belles dans ta tête que si tu les fais si elles sont faites. Oui. Tu sais, il y a cette réalité alternative où ce podcast a été fait, où ce film a été fait de ton idée, et c'était très bien. Mais ça te va. Dans notre réalité, ça te va, en fait, que ce soit juste dans un monde éthéré, tu sais. Ouais, mais j'avais une idée comme ça Tu vois la série Arrow ? Ouais. T'imagines un peu ce genre de narration où t'as le présent, où c'est le super-héros, et le passé, où comment il s'est construit. Qui se rappelle, Voilà. Moi, j'imaginais ça, une série live-action avec des vrais acteurs, mais basée sur l'histoire de Picsou. Ah oui. Genre, c'est le présent, il est à la tête de son empire, il y a des magouilles politiques dans son empire, il est vieux et les machins, et en même temps, il y a les flashbacks de comment il a construit sa fortune. Ouais. Et il fallait un acteur qui puisse être à la fois un peu jeune et un peu vieux, et je me disais, tu vois, Hugh Laurie, le Dr House, en mode un peu rajeuni dans les parties, et puis vièvre, bien aigri et tout. Bon, et au final, Disney, ils ont fait ça, sauf que David Tennant. C'était là, ok. Ouais. Bon, et ils l'ont fait en dessin animé. Mais t'es là, dans un monde parallèle, cette idée, ça aurait pu faire un truc de fou. Mais en même temps, le monde réel, des fois, c'est cool aussi. Oui. David Tennant, encore un Doctor Who. Qui fait Picsou avec son accent écossais. Ouais. Je suis fan de Picsou. C'est Don Rosa. Mais c'est tellement bien. Mais ça, il y a peu de gens qui savent que c'est une œuvre incroyable, en fait. Les Picsou, et à quel point narrativement c'est super.
à quel point ça parle beaucoup de choses, tu sais, de trucs capitalistes, de trucs... T'as un passage sur le deuil qui est juste... Moi, je faisais de la reconstitution médiévale. Ouais. Et on était sur le camp pendant 5 jours. Et le seul bouquin qui traînait, c'était le Don Rosa que j'avais apporté. Ouais. Donc tout le monde le lisait. Ouais. Et moi, j'ai été le premier à le lire. Et t'as le passage donc, où Picsou apprend la mort de sa mère. Ouais. Et il te brise le cœur, ce passage. Ouais. Et donc, je commence à avoir les larmes qui montent, etc. Donc, les gens se foutent de ma gueule. Oui. Mec, t'es en train de lire Picsou et tu pleures. Mais en fait, c'est super bien écrit. Quoi. Et puis, les gens prennent le livre. Et puis, tu vois qu'il fait « Ah, j'ai rien dit. Je comprends. Ça y est. » Et tous mes potes, les uns après les autres, qui étaient « Ah !» Mais tu vois, ça, c'est un des millièmes exemples du médium qui va être un peu... raillé parce que voilà, c'est de la BD, c'est des canards, etc. Alors que non, désolé, si tu écris bien quelque chose, ça peut être quand même formidable quoi qu'il arrive. Tous les parents qui, il y a 20 ans, ont emmené leurs enfants voir le tombeau des Lucioles, c'est un dessin animé, ça a l'air vachement... Mais même Princesse Mononoke, t'as la doute en vrai. Oui, bien sûr. Mais surtout, tu vois, Picsou, parce qu'en fait, t'as toute la bible du Disney avec, où tu te dis, bon, voilà, ça va pas être non plus incroyable. Et en fait, si. C'est dans Picsou qu'il y avait l'idée de Inception. Tu savais ou pas? C'est genre, c'est les Raptous qui rentrent dans le rêve de Picsou pour prendre le code de son coffre-fort. Oh putain. Et c'est exactement ça, Inception, quoi. C'est ouf. C'est trop marrant, mais tu vois, plein de trucs inventés à l'époque par Don Rosa. C'est de la folie. Mais qu'est-ce que je voulais te dire également? Est-ce que toi, tu as une sorte de plan, tu as une vision justement de ce que tu aimerais parce que là, est-ce que tu choisis totalement tout ce que... Parce que qui te paye? T'es engagé par qui, là? Donc là, je bosse pour une boîte qui s'appelle La Toile sur Écoute. Ok. On est 3. Ouais. Il y a ma boss qui a lancé le truc, qui s'appelle Pénélope Boeuf. Ouais. Qui, il y a 3 ans, elle s'est mise à faire des podcasts. Okay. Où elle racontait sa vie, où c'était un peu romancé, ou etc. D'accord. Ça a été un super succès. Et là, depuis 6 mois, à un moment, à force de grandir, elle a besoin de bras. Donc, elle a embauché ma binôme qui s'appelle Alix, qui s'occupe de toute la partie édito, qui écrit super bien, qui est vraiment... elle a la vision. Elle a l'œil. Et puis, édito dans le sens où c'est ce qu'elle écrit, c'est ce qui est dit dans les podcasts, tu veux dire? Non, mais elle donne, elle angle les éléments, elle s'assure que la ligne éditoriale de toute la boîte soit vraiment cohérente. D'accord. Et que, donc de toute la boîte, c'est-à-dire de tous les podcasts. Ouais. Ok. Ou en tout cas qu'on puisse expliquer pourquoi est-ce que vous avez fait ça. Oui. C'est normal parce que voilà. Et donc c'est vraiment tout ce travail de fond. Mm-hmm. Et puis, moi, je m'occupe des plannings. Ok. Moi, je suis le mec avec des Excel dans tous les sens. Et là, maintenant. Ouais, ok. Et je fais des listes. Et je fais des checklists. Et je fais des listes de listes. Et voilà. La faisabilité de c'est des ça. choses. Okay. Quand est-ce qu'on peut faire ça? Alors, demain, très bien. Ce que tu me disais sur tu sais, les 2 personnes qui avaient des scripts et qui voulaient que tu produises, ça c'est en mode perso ou c'est pour La Toile sur Écoute? Non, ça c'est en mode perso, okay. Ça fait partie de toute la vie associative. Okay. C'est comme ça qu'on a fait Pépite ensemble. Ouais. Voilà, dans ce cadre-là, par exemple, Anouk, elle veut faire une saison 2. Ouais. Et elle dit, Vincent, quand est-ce qu'on fait la saison 2? Oui. Mais est-ce que déjà, même sur Toile sur Écoute, il y a des projets de podcast en stand-by le temps d'avoir du temps ou des choses comme ça? Tu vois ce que je veux dire? On a toujours 10 000 idées. Ok. C'est-à-dire que si on voulait faire toutes nos idées maintenant, il faudrait qu'on embauche 20 personnes. Mais voilà, des idées, on en a, c'est pas le problème. Ça veut dire plus que des idées, des trucs où tu te dis, ça a été plutôt bien formulé. Tu sais, comme quand tu vas sur IMDb et tu vois le film... Avatar 3 en pré-production, tu vois ce que je veux dire? On a des projets en pré-production. On lâche rien. Et parce que là, il y a combien de podcasts en dessous sur Toile sur Écoute et combien déjà de prévus, je sais pas, pour 2023? Alors de prévus, je peux pas en parler. Ouais. Parce que non, mais combien, juste pas, ouais, vraiment, je peux vraiment rien dire. Ok. Oui, parce qu'on va lancer des trucs, ça va être incroyable, mais je peux pas en parler. Et sinon, là, aujourd'hui, c'est une vingtaine de podcasts. Ok. C'est une vingtaine de podcasts. Certains, c'est des podcasts de marque. Donc, t'es fait pour Mythique, par exemple. Amour et Révolution.
qui a été fait dans plusieurs langues. Enfin, c'est un super projet. Pour Amazon, là, c'était 21 jours sans, où ma boss fait 21 jours sans transport. Ok. Donc, pas le droit de prendre le bus, le vélo, le skateboard, rien du tout, pas l'ascenseur. Tu marches juste. Voilà, elle habite au 6e étage. Donc, c'est cool. Avant, elle avait fait 21 jours sans sucre. Enfin, tu vois, d'accord. Voilà. Et Allons Enfants de l'Apathie, avec Jean-Michel Apathy, ça, c'est un truc. On fait les croustilles, où c'est des petites chips de Culture G. Donc, presque tout, du lundi, mercredi, vendredi. Ouais. On va expliquer une œuvre d'art, raconter un bouquin, expliquer un moment historique et raconter la vie d'une célébrité. Ok. Voilà, c'est 4 fois 3 minutes, c'est des trucs comme ça. Donc tu vois, des projets, il y en a plein différents formats, différentes idées. Donc, comme je disais, t'as l'arnaque, où là, c'est plus la vie de ma boss. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, tu vois, je me dis, typiquement Mythique ou Amazon, où c'est Pénélope qui parle du coup à l'intérieur. Ça, c'est les trucs qui vont bankroller un peu les projets qui sont peut-être moins... qui rapporteraient moins d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est un truc comme ça ou pas du tout Non, c'est vraiment... En fonction des projets, il y a une volonté de collaboration, parce que déjà, elle a un super ton, elle a une super voix. Ouais. Et non, c'est pas genre les projets un peu de sous-main, on va les vendre à quelqu'un d'autre. Non, c'est le contraire. C'est ce que je veux dire, c'est les projets où justement c'est des grands groupes qui peuvent payer plus, permettent d'avoir aussi des projets peut-être un peu plus en mode, sans originaux en fait, tout simplement. Justement, c'est ça qui est cool, c'est que non, c'est pas. Enfin, nous, à partir du moment où on croit dans un projet, on va le faire. Ouais, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, si on y croit, si notre idée est... L'originalité, c'est un peu le maître mot de la maison. Bien faire des pas de côté, des trucs. Enfin, voilà, tu vois, c'est faire expliquer la politique à Jean-Michel Apathy, ça, facile. Ouais. En podcast, déjà, t'es un peu plus dans le truc. Et en rajoutant des blagues derrière, là, t'as vraiment fait un truc où tu t'y attendais pas. Et donc, non, on lance les projets, c'est pas le problème. Mais après, c'est aussi faire des trucs qui correspondent aux marques. Parce que, tu vois, je sais pas, tu fais un podcast avec McDo sur nos employés, ils sont très heureux, tu vois, ou la table ronde du... Alors, on travaille en circuit court. Je sais pas pourquoi je prends cet accent. Mais tu vois, les trucs qui sont... Les trucs que tu faisais en vidéo institutionnelle il y a 10 ans... Les faire juste en son, ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut, c'est apporter une nouvelle image, apporter quelque chose. Oui, un angle intéressant. Et puis tu vois, quand tu vois BMW qui fait une fiction futuriste, qui produit 2 fois 10 épisodes de fiction, et t'es là, ok, et c'est quoi le rapport avec BMW Ok. Enfin, Bouygues Télécom qui fait un truc où c'est les aventures du Père Noël. T'es là, ils ont le numéro du Père Noël, donc t'es là, ok, ça je comprends. Je sais plus, Audi avait fait un truc avec Guillaume Canet sur le silence. C'était là, ok, mais vous, normalement, mais nos voitures, elles sont silencieuses. Et... Après, tu me diras, ça les met juste sur la map de, au moins nous, comment dirais-je, on fait des choses pour la culture, parce qu'en vrai, tu vois, tu génères des emplois et des choses pour la culture, et après, tu dis, c'est Audi, c'est pareil, c'est la pub, t'as le mot en... Et donc, nous, notre taf, c'est de faire en sorte de proposer des idées déjà à ces marques-là. De discuter avec ces marques et de dire, vous voulez faire du podcast ? Ok. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme valeur ? Voilà comment est-ce qu'on pourrait le faire. Un peu différemment. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des fois où il y a des gens qui ont une idée de podcast et qui viennent vous voir et où il n'y a pas justement forcément de... Oui, des fois, marque, j'allais dire, à qui faire coller le truc ou de choses comme ça. Ouais, ça peut arriver. Et puis à ce moment-là, on peut le produire en marque blanche. Enfin, on peut le produire soit directement pour eux, soit le produire et le diffuser. Voilà, par exemple, il y avait une actrice qui s'appelle Solène Delannoy qui fait un podcast avec nous qui s'appelle L'Insulte, où elle décortique les insultes. Et donc ça, c'est un projet... Elle avait eu l'idée et ça s'est construit avec le temps et puis on l'a produit, on le diffuse et là on vient de finir saison 2, il y avait Camini dans le dernier épisode, tu vois, mais c'était son projet, c'est son bébé, etc. Et nous on a juste à apporter des moyens et des choses. Donc c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a vraiment tout le panel, toute la gamme, on fait des trucs où il n'y a même pas notre nom dessus.
Oui. On fait des trucs où il y a notre nom, mais personne nous paye pour, et on gagne pas d'argent. Ouais. Il y a des trucs où c'est moite-moite, il y a des trucs où on aide d'autres gens, enfin voilà. Et c'est trop bien. J'avoue qu'il faut trouver le juste. Après, économiquement, il faut trouver le juste équilibre, mais ça, c'est pas mon taf. Oui, toi, non, mais c'est encore mieux, parce que du coup, toi, t'es là, tu dis genre, écoutez, à partir du moment où je vois l'affiche avec le podcast, ça veut dire qu'on le fait et on y va, quoi. Et on fait tout ce qui est possible de faire pour que ça marche. Mais après, évidemment que on nous filerait 1 million d'euros, on vivrait mieux. Hein. Est-ce que toi, t'as des idées, je sais pas, t'as des idées de podcast en plus, comme si il fallait encore en avoir, mais d'un truc où tu te dis, alors bien sûr, on en a parlé, c'est sûr, t'as les idées, mais un truc où t'as peut-être une échelle de temps où tu te dis, bon, peut-être arriver à ce niveau de, je sais pas, j'allais dire de célébrité ou de crédibilité de production de podcast qui me permettrait d'avoir plus d'investissement, je pourrais enfin faire ce projet auquel j'avais pensé il y a longtemps. J'ai pas de plan comme ça. T'as pas un truc où tu te dis peut-être un jour je le ferai, mais pour l'instant il n'y a pas assez de thunes Non, parce qu'au final, moi j'ai un rôle qui est très. J'ai un rôle de l'ombre. Non, mais moi je te parle même en perso pour le coup. Ouais, non, mais même en perso, j'ai un rôle. Enfin, dans l'essentiel de ce que je fais, moi, il y a très peu. Je suis très peu en avant. Je veux dire, à part sur un des podcasts qui s'appelle Génération Podcast, où c'est les recos de Zu. Ouais. Là, pour le coup, ça porte mon nom, etc. Ouais. Très bien, mais tu vois, les fictions, les 2 dernières que j'ai fait, Pépite, c'est la fiction d'Anouk. Ouais. Moi, je suis le réal, je suis producteur derrière, mais c'est son bébé, c'est sa fiction. Okay. Juste avant, on a fait quelque chose, c'était la fiction de David. D'accord. C'est un texte qu'il a écrit et on l'a adapté ensemble, etc. Mais pour moi, je suis juste un acteur parmi les autres. Et sur l'essentiel des projets, je suis plutôt ça. 7,40 €. Bah, c'est le podcast de Joseph et Julie. De Joseph et Julie, qui sont venus avec le truc. Et toi, eux, ils sont venus, ils m'ont dit, bah, on a besoin de toi pour nous foutre des coups de fouet, déjà. Ouais. Ça c'est dans le thème du bouquin. Oui. Tout va bien. Et après, la technique, le machin. Et je fais, bah, ok. Le porteur de voix, quoi. Qui va permettre, Donc, tu vois, ça m'a... Je fais pas ça pour la fame ou etc. Non, je parlais pas de fame, mais c'était vraiment est-ce que, tu vois, de toi-même, t'avais une création dans ta tête qui, peut-être un jour, tu vois... Ah ouais, j'en ai, ouais. Mais en vrai, je pourrais les faire aujourd'hui. Oui, c'est juste que je pourrais les faire en mode suédé. Ouais. Ou en tout cas, je pourrais les faire, ça va me prendre 2 ans de le faire à la mano, mais je préfère garder une vie et un peu de santé et dormir et le faire plus tard. Non, mais je vois ce que tu veux dire, dans le sens où, en fait, oui, c'est ça qui est marrant avec spécialement l'audio, c'est-à-dire que, encore que maintenant, ça se limite, maintenant, les effets spéciaux en vidéo, les choses deviennent de plus en plus accessibles, etc., etc., mais en audio, il y a le côté, en fait, tout est possible. C'est-à-dire qu'on peut faire, quel que soit le projet, tout est possible. Faut juste du temps, quoi. C'est-à-dire que si t'as pas l'argent, ça va se convertir en temps et en tutoriel, tu sais. Mais oui. Mais ce qui est ouf, c'est qu'en vidéo, les choses vieillissent beaucoup. Oui, aussi. Oui. Toi, alors que à l'audio, à l'inverse, à l'audio, une fois que quelque chose est bien fait, ce sera toujours bien fait. Oui. Mais c'est plus facile d'être dans l'Uncanny Valley, tu sais, le truc où t'es un peu... je vois l'image qu'on me projette, mais en même temps, c'est un peu cheap, ou c'est pas... Et c'est difficile de faire un truc qui soit vraiment propre au point où tu te dises, je ferme les yeux et... Oui. Il faut, en fait, pour le coup, il faut vraiment se dire, je fais un mixage son digne du ciné. Exactement. Voilà. Et ce qui est fou, c'est que... après, t'as des endroits, genre Radio France, où c'est leur métier. Tu vois, il y a un pôle fiction à Radio France, il y a 2 bruiteurs à plein temps. Ah ouais. Ils sont CDI bruiteurs. Okay. Donc, marcher dans ils font des bruits de gravier, des trucs. Évidemment que ça te donne un truc, et alors que nous, tu tapes bruit de pas dans les graviers, t'es là. Alors, celui-ci ne va pas forcément, mais en même temps, j'en ai pas d'autres. On est sur YouTube à télécharger la MP3, et donc, ça crée forcément le truc. Et après, t'as ce côté où les gens sont pas forcément habitués non plus. Parce que même si, tu vois, je te parlais de fiction radio 1950,
quand tu parles de fiction, les gens ils disent « Ah, moi, j'écoute pas de la fiction parce que j'y crois pas. » Tu vois, il y a... Autant les gens vont peut-être aller voir du théâtre, voir des films ou des machins, mais écouter de la fiction, c'est encore un truc de niche. Est-ce que tu crois pas que ça revient un peu... J'ai l'impression que ça peut plus plaire un peu aux jeunes générations grâce au creepypasta. Tu sais, les trucs d'horreur qu'il y a plus sur YouTube, mais justement, en fait, c'est que de l'audio, puisque ils mettent en général un écran noir ou juste des stock shots de vidéos de... Oh, le Slenderman. De brume ou je sais pas quoi. Et il y a, à chaque fois que je regarde un truc, il y a genre des millions d'abonnés ou des trucs comme ça où je me dis, l'art oral reprend un peu une place intéressante dans les jeunes générations où d'habitude il y avait besoin d'images et d'en foutre plein les yeux, quoi. Bah, c'est fou, l'audio prend une place, mais pas le podcast encore, j'ai l'impression. Ah, t'as raison. J'ai l'impression que la techno en elle-même ou que le truc, les gens sont sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, etc. Mais le podcast en lui-même a pas encore percé trop chez les jeunes. Ouais. Ou enfin, après, je côtoie pas de... Après, en France, peut-être, parce qu'aux États-Unis, les podcasts, je pense que c'est vraiment... c'est une question d'échelle. Quoi. Ouais. Oh, je suis pas sûr, en vrai. Hein. Tu crois? Parce que y a vraiment, par exemple, regarde, aux États-Unis, alors, question d'échelle, question de timing peut-être, le temps que ça s'implante plus, mais il y a quand même là maintenant... Tu sais, le fameux 5 à 10 ans d'écart avec les États-Unis, je trouve que là, maintenant, c'est passé quand même pour les podcasts. Parce que quand je vois que, tu vois, il y a des blagues maintenant, enfin, même pas maintenant, il y a déjà 2-3 ans, il y a des blagues chez les Américains à base de... et bien sûr, t'en as fait un podcast, il y a un podcast sur tout, etc. Et en France, c'est pas trop ça. Encore. Il y a quand même vraiment un truc de la radio, les studios de podcast et les podcasts indépendants. C'est pas. Il va y avoir parfois un truc, 2 heures de perdu, et encore, je crois qu'il faisait de la radio un peu. Je crois. 2 heures de perdu. Tu vois, c'est pas. Il n'y a pas totalement des vrais trucs indépendants qui ont du succès. Ils se comptent vraiment sur les doigts de la main. Alors qu'aux États-Unis, c'est le contraire. C'est les podcasts indépendants qui ont fait connaître le médium à la base. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a plus d'auditeurs en fait de ça. Alors qu'en France, tu te dirais pourquoi j'écouterais un podcast si au final c'est les gens qui possèdent aussi parfois des chaînes de télé qui font le truc. Ouais. Après, il y a vraiment tous les niveaux. Enfin, la granularité, elle est folle parce que. Tu vois, un de mes podcasts préférés en ce moment, il est fait par BFM TV. Ouais. Je regarde pas BFM TV et je vais aller écouter un de leurs podcasts. D'où je veux dire. Mais je sais pas, le fait que ce soit encore un truc très parisien. Là, je dis ça parce que on est à Paris et que. Mais les stats montrent que ça se déploie dans les villes, etc. Mais ouais, pas encore. On n'a pas encore atteint la masse critique qui fait que c'est mainstream. Mais ça viendra, tu penses ? Tu vois, quand Quotidien donne le cul d'or du meilleur podcast, tu te dis que on y arrive tout doucement. Mais en même temps, il le file à un podcast qui a 3 ans. Ouais. Qui est super. Mais tu vois, t'es pas encore dans ce truc de YouTube, par exemple. Et je pense que la techno joue aussi. Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu vois, YouTube, t'as YouTube. Oui. Toi, on n'est pas à l'époque où il y avait Vimeo, Dailymotion. Ton truc, il est sur Dailymotion. Moi, je n'utilise pas Dailymotion, j'utilise que YouTube. Donc, je veux pas. Donc, je peux pas le voir et tout. Maintenant, il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que YouTube et tout se passe dessus. Le podcast, tiens, mais c'est pas sur Apple Podcast. Ok, tu utilises quoi ? Castbox, Podcast Addict, machin. Mais comment tu vois, t'es là, bon, au bout d'un moment, Magellan, vraiment. Mais tu vois, pour moi, ça, c'est des trucs, aux États-Unis, ça n'est pas expliqué. Personne ne dit utiliser. Alors voilà, si tu n'as pas un iPhone, il faut que. Tu vois, et ça en France, je me vois le dire encore, alors qu'aux États-Unis, t'écoutes un podcast, quoi. Oui, mais je sais pas comment ils ont fait ce travail de vulgarisation que. Alors, après, il y a peut-être aussi le travail d'échelle, les trajets, la bagnole, tout ce genre de choses où
je sais pas à quel point... Plus de temps passé là-bas. Plus de temps. Après, alors, bon, c'est un truc que je dis souvent, mais c'est le fameux comment ça s'est implanté ici en France, le podcast, a fait que les chaînes, les radios, elles ont hijacké le podcast indépendant, puisque avant que on puisse se rendre compte que c'était un médium intéressant ici, ils ont tout de suite fait des podcasts par les replays, et ça a tout de suite pris les 20 premières places des charts. Ouais, mais avant ça, t'avais Arte Radio quand même. Arte Radio en podcast, tu veux dire ? Donc Arte Radio, c'est des podcasts, et ça fait 17 ans qu'ils font ça. Ok, mais tu vois, mais justement, c'est une chaîne. C'est-à-dire c'est des gens qui produisent, quoi. Alors que l'envie aux États-Unis d'écouter des podcasts vient du fait que c'était pas les chaînes de télé, c'était pas les grands groupes de médias, et c'était fait par Marc Maron dans son garage, et c'était fait par des gens qui, au final, devraient pas avoir de micro. Et je pense que l'envie de ça, elle se crée comme ça. Et le fait que en France, en tout cas dans la création, hein, pas dans le développement, dans la création du monde du podcast en France, ça a été tout de suite pris par des radios. Du coup, pour quasiment la plupart des gens, faire un bon podcast, c'est forcément déjà avoir du studio, etc. Alors que tu vois, tu te rends compte que c'est faute, on a réussi à faire plein. Encore une fois, en système D, tout seul, avec des trucs que tu achètes sur Amazon en USB, tu vois. mais je pense que ça vient aussi du vocabulaire. C'est-à-dire qu'on a vachement de vocabulaire pour parler de la même chose. Ouais. Et parce que tu regardes Donjon de Nullbuck. Oui, c'est un podcast ou c'est pas un podcast ? Oui. Bah non, c'est une saga MP3, etc. Ouais. Arrête, c'est un podcast, c'est bon. Je veux dire, c'est de l'audio diffusé sur Internet qu'on a pu écouter. Et ça, c'était quand on était ado. Ouais. Les 2 minutes du peuple. Ouais, pareil. Bon, ok, il y a eu de la diffusion sur Rire et Chanson, etc. Mais la 99% de la consommation des 2 minutes du peuple, c'était du MP3 échangé en scred. Je veux dire, voilà. Et toute cette vibe-là, tous ces trucs-là ont existé avant que les radios s'accaparent du mot podcast et le fassent vivre, mais avaient chacun leur petit nom. Il n'y avait pas la distribution. Mais par rapport à la distribution d'iTunes, elle s'est mise en place, elle s'est démocratisée que après, en fait, ces choses-là. Ouais. Et c'est con parce qu'il y a la culture. Oui, c'est vrai qu'il y a la culture. Oui, en France, il y aurait totalement il y a la culture de la fiction, ou en tout cas du parler, ou des gens qui font ça, encore une fois. Ouais. Mais t'as raison, mais même en termes de sémantique, il y a le truc genre, enfin, par exemple, j'ai jamais entendu parler de ça dans les podcasts anglo-saxons mais ici, on m'a souvent dit, c'est un podcast vidéo. Ouais, tu vois, et moi j'étais là genre. Mais si on part de ce principe-là, ça veut dire que tous les trucs sur YouTube, c'est un podcast. Oui. Vu que c'est un truc vidéo. Et moi, j'étais un peu... je me dis, ah ouais, non, mais on sait vraiment pas utiliser le truc, en fait. Ou quoi écouter. Et t'es là... c'est les gens qui me disent ah bah ouais, j'écoute Meurice, c'est le meilleur podcasteur. Alors, je suis là, aujourd'hui, effectivement, il fait un podcast avec Spotify ou Deezer, je sais plus pourquoi pas. Mais les chroniques de Guillaume Meurice, c'est pas du podcast. Oui. Et les gens me font, bah si, j'écoute en podcast. Alors, ok. Donc, Yann Martès, il est youtubeur. Il faut, bah non. Ouais. Bah pourtant il y a tout quotidien sur YouTube. Et là. De vues, Ah oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que... oui, mais... Et donc, t'as ce problème de sémantique qui fait que... on s'est fait les indépendants, on s'est fait hijack par la radio. Mais du coup, c'est pas tant en vrai les indépendants. Pour moi, c'est aussi juste le podcast en général, parce qu'il n'y a pas eu cette égalité dans la tête des gens. Podcast égale peut-être que quelqu'un a quelque chose d'intéressant à dire que j'ai pas entendu à la télé. Là maintenant, pour quelqu'un en français normal, le podcast, c'est j'ai raté la chronique de machin ce matin, je vais l'écouter en podcast. Et ça, pour moi, c'est de là vient tous les dérivés qui font qu'il y a effectivement cette différence par rapport au monde anglo-saxon.
mais qui génère plein de différences après dans la consommation et dans le fait que souvent en podcast, on vend le concept du podcast en plus de ce qu'on a à dire, tu vois. C'est ça, c'est 80% de notre com, c'est je vous explique comment vous allez pouvoir écouter ça. Alors, vous prenez votre... mais c'est marrant, mais parce que du coup, ça te... comment dirais-je ? Moi, parfois, ça peut être un peu décourageant. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai l'impression d'être ce VRP qui vend genre le nouvel aspirateur sans sac. Ouais, tu vois, il y a 20 ans. Ouais, c'est ça. Mais je vous promets, c'est vachement bien. Non, mais ça m'intéresse pas ton truc. J'ai un aspirateur avec un sac, ça fonctionne très bien. Mais en fait, regarde, ça me rend fou. Ça me rend fou. Mais moi, j'ai cette frustration sur plein... En fait, je réalise j'ai cette frustration sur plein de choses. C'est-à-dire même en stand-up, très souvent, ça dépend des publics, mais parfois, tu es obligé de vendre le concept du stand-up en faisant du stand-up. Et du coup, tu fais moins ton stand-up parce que tu dois dire... Alors, je vous explique les codes de ce qui se passe et de ce qui va se passer, ou en tout cas, je vous emmène vers du stand-up, mais avec les codes que vous avez pour l'instant. Et alors que non, toi, t'aimerais arriver avec la culture que t'as du stand-up, qui, donc, encore une fois, on en revient au truc américain, qui est tout de suite, non, je veux faire mon stand-up dans cet art, quoi, tu vois. Et ça, c'est un truc où j'en discutais, je crois que c'était avec Joseph, où je lui disais, ça serait hyper intéressant de réécrire des vieux sketchs d'humour francophone en stand-up. Tu vois, tu fais l'addition de Muriel Robin et tu le fais en stand-up. Ouais. Le truc est totalement différent, l'histoire est la même, tu peux faire les mêmes vannes. Enfin, tu peux reprendre des vannes, mais tu vas très vite voir la différence entre ce que les gens considèrent comme de l'humour et la différence avec du stand-up. C'est très intelligent comme concept. On devrait en faire un podcast. Ou en tout cas, en faire une soirée. Oui, en faire une soirée, ça peut être très, très marrant, de se dire, pour faire comprendre, ou même juste pour nous, juste pour nous, l'analyse de... typiquement, tu vois, l'addition, je me dis, ok, ça va être la personne qui va relater le truc, mais dans le stand-up, il y a aussi l'act-out, qui est justement de jouer le truc. Et ce serait intéressant de savoir, tiens, tu le mets où ? Le moment où tu fais Muriel Robin, qui fait le truc. Et non, mais oui, totalement. Ouais. Et puis tu le racontes, elle le fait jouer à la première personne. Toi, sur scène, tu le racontes tu le racontes en mode, c'est moi qui ai essayé de faire l'addition et je me suis retrouvé planté. Est-ce que tu choisis le prisme différent genre, c'est ça. J'ai vu cette table. Oui, voilà. Et j'attendais derrière. Il y a plein de questions à se poser pour réussir à raconter la même histoire. Et pareil, le Scrabble, enfin, tous ces sketchs de cette époque-là le font. Enfin, pour être... Mais tu vois, c'est pas vrai non plus que... Tu vois, des proches, Guy Bedos ou même Thierry Leluron, tu vois, ils parlaient. Ils brisaient le 4e mur, quand même. Mais il y a un côté où on oublie un peu qu'il y avait des gens où c'était un peu du stand-up, tu vois. Je sais pas à quel point il y avait de l'interaction. Mais tu sais, il n'y a pas vraiment besoin d'interaction pour le stand-up. Mais là, en l'occurrence, tu vois, quand tu vois un des proches qui arrive sur scène et qui fait les rues de Paris ne sont plus sûres. Oui. C'est théâtralisé tout de même, je suis d'accord. Mais, tu vois, il y a un côté où, n'oubliez pas que le concept général, il existait quand même un peu. De toute façon, on racontait des histoires. Oui, voilà. Mais raconter des histoires en te parlant sans forcément, comme tu disais, prendre le personnage. Voilà. Mais on a l'impression que... Mais en fait, je pense que tout est dû au fait de prendre ce calque d'un autre pays et essayer de le mettre ici, voilà. Et du coup, avoir un petit peu cette différence-là, en fait, qui se crée, tu sais, justement, ça, t'as double calque, il y a des trucs, il y a des trucs, ça passe, des trucs, ça passe moins, et t'es là, vraiment, enfin... Et il y a des trucs très culturels. Alors après, on importe de la culture, ça se mélange, et puis on voit ce qui ressort. Totalement, ce qui donne une sorte de stand-up à la française, qui est peut-être plus... tu vois, mais j'ai failli dire qui est peut-être plus joué ou plus théâtralisé que... Et encore, quand tu prends un mec comme Gabriel Iglesias, qui lui, justement, il fait
Ouais, mais il fait un stand-up qui est plus proche du stand-up à la français que du stand-up américain. Mais il est très dans la narration, dans le voice acting. Dans cette analyse-là, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'en vrai, oui, peut-être ma génération, etc. Et puis peut-être juste moi, parce que j'ai une culture très américaine, il y a des trucs qui me font chier parce que je peux pas faire ceci ou cela, mais effectivement, le stand-up français avec des réflexes français va, d'ici 50 ans, ce sera quelque chose en soi, avec cette note un peu différente, et ça ira. Mais le podcast, je sais pas. Mais... Est-ce que ça se trouve, ça va mourir? J'en ai là, deux prods de trucs. Non, mais tu vois, est-ce que... en fait, j'ai peur que ça devienne juste les trucs qu'on peut pas faire à la télé. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en vrai, pourquoi moi, je pourrais aussi t'engager, faire tout ce que tu fais, mais filmer. La télé serait meilleure, en vrai. Mais tu vois, sérieusement, tout ce que tu me racontes comme projet de podcast, si c'est filmé, moi, je le mets sur des petits trucs comme des petits documentaires Vice, sur des petits trucs où c'est des séries, en l'occurrence, etc., etc. Mais où, de toute façon, les gens qui le font, en fait, chercheraient de toute manière, en fait, à faire de la télé s'ils avaient plus d'argent. Mais pour moi, c'est la conception juste, encore une fois, politique du truc, c'est-à-dire donner la voix au petit peuple, aux gens qu'on n'attend pas, en fait. Alors, t'as ça, et je pense qu'aussi, t'as la télé crée une distance, enfin, l'image crée une distance avec les choses. C'est plus intime, la voix. Et ouais, tu vas pouvoir parler de sujets beaucoup plus intimes, beaucoup plus personnels. Toi, tu prends des podcasts, les podcasts sexos, du type Entre nos lèvres, ou Les lieux du sexe, ou tu vois, oui, ça passe mieux quand c'est que dans tes oreilles et que... alors, ça passe mieux quand c'est que dans tes oreilles, et puis en même temps, t'es beaucoup plus proche de cette voix que t'entends dans ta tête. Il y a plus que de cette image. Tu vois, je pense à un autre podcast qui s'appelle Entre, où ça parle du passage de l'enfance à la vie d'adulte. Et en ce moment, c'est des interviews de garçons qui ont un peu plus de 10 ans, etc. Et donc, c'est qu'est-ce que c'est d'être un fin de petit garçon de nos jours? Et tu dois à la télé, genre, regarder des petits garçons qui répondent à des questions. Alors que c'est passionnant, ils ont un regard sur le monde qui est... qu'on n'imagine pas, parce qu'on n'est pas dans leurs bottes, et qu'on n'a pas d'enfants. Mais ouais, à la télé, qu'est-ce que tu fais? Tu fous un gamin sur une chaise et tu lui fais parler. Mais tu sais, il y a beaucoup de choses aussi à la télé, ça mérite pas de vidéo. Moi, tu vois, typiquement, le quotidien, je m'en fous de voir la tête de... Yann Barthès, quoi. S'il dit des choses, il fait que dire des choses. Et à l'inverse, tu prends un truc genre sur Couleur 3 en Suisse, t'as un mec qui s'appelle Yann Marguet qui fait des chroniques. C'est clairement de la chronique radio, mais quand tu le regardes sur YouTube, t'as le PowerPoint en haut à gauche qui rajoute une couche de vanne. As-tu utilisé son médium jusqu'à la fin, en fait. Et ça, c'est intéressant. C'est ça. Ouais. Et là, ça vaut le coup. Mais je pense que les mauvaises idées télé arriveront pas en podcast. Ok. Oui. Parce que c'est vraiment... là, pour le coup, je suis d'accord dans le sens où c'est vraiment le contenu, par contre. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas faker que t'as passé une heure à rien apprendre ou à même pas te divertir quand c'est du podcast. Parce qu'à la télé... Voilà, on te met des couleurs et en vrai, tu te dis « Attends, est-ce que les gens, ils étaient si drôles que je viens de voir ?» Peut-être pas, mais c'est de la télé. Donc, voilà. Alors qu'en audio, t'es là, je crois que j'ai perdu 1 heure de ma vie. Et en même temps, je crois qu'il y a une masse de travail supplémentaire dès qu'il y a de l'image. Oui, ça, c'est sûr. Je veux dire, c'est pas genre du x2 ou non, c'est du x15 ou du x20. C'est des histoires de faux raccords. C'est ça. Voilà. Oui, de faux raccords, de placement des c'est ça. Cadres, là, on discute ensemble. Tu veux couper ce moment où je dis n'importe quoi. C'est facile à l'audio. Par contre, sur la partie vidéo, ça va faire un truc chelou. Et tu vois, je te parlais de BFM TV, là, donc qui font leur podcast sur la présidentielle. En ce moment, c'est quasiment un podcast quotidien. Donc le taf est énorme et ça dure 20 minutes
tous les jours. Quasiment, ouais, à peu près. Et ils ont fait l'essai de faire une chronique hebdo, en vidéo, à la télé. Ben, je crois qu'ils ont fait le premier épisode. Ouais, et ensuite... Parce que pour fournir, pareil, juste 10 minutes d'image, c'est pas une demi-heure d'enregistrement. Non, mais oui, c'est beaucoup plus. C'est la masse de taf et monstrueuse, surtout dans l'actu, surtout dans le machin. Ouais. Donc je pense qu'il y a aussi ce côté-là qui fait que les projets de podcast vont pas forcément arriver à la télé et les projets de télé vont pas arriver en podcast. En podcast, ouais. Alors, du coup, ok, on sait ce qui se passe en haut, sur le top des podcasts, mais justement, moi, c'est juste ma peur, en fait. Et c'est vraiment une peur dans le sens où, encore une fois, le podcast aux États-Unis, c'est un contre-pouvoir. Et contre-pouvoir aussi qui est entretenu par l'exemple. C'est-à-dire que, voilà, je regarde le top 10 des charts américains, c'est des gens, en fait, c'est des gens, ils ont peut-être commencé dans leur garage. Et en France, quelqu'un qui se dit « Ah, j'ai peut-être quelque chose à dire, j'ai peut-être des bonnes idées », il va regarder le top 10 Apple Podcast et il va dire « Je ne suis pas France Inter. » Donc, je peux pas... Est-ce que, tu vois, il y a un côté de rôle modèle d'indépendant qui a été phagocyté directement et qui... Tu vois, ou alors tu penses que justement, via des trucs de communauté, comme au final, toi, t'es arrivé... ça se fera toujours, en fait. Je pense que, il y a ça qui va se faire toujours. Parce qu'il y a des communautés de podcasts, d'entraide, de choses qui existent, où, tu lances ton podcast. Il y aura quand même une cinquantaine, une centaine de personnes qui vont commencer. Et si tu trouves ta voix, et que ça commence à faire tâche-d'huile, le bouche à oreille, etc., il n'y a pas de raison que ça augmente pas et que ça y aille. Mais ensuite, c'est un travail qui est tellement monstrueux que c'est décourageant. Oui. Je veux dire, quand tu passes sur une fiction, une petite fiction de 5 minutes, on va dire que t'as passé une demi-journée pour écrire le truc. Je parle 5 minutes de fiction. Hein. Une demi-journée à écrire le truc, 2 heures à l'enregistrer. En gros, une demi-journée à l'écrire, une demi-journée à le produire. Une demi-journée pour mettre en ligne, préparer de la com, du machin sur... et tu fais sans écoute. Donc, t'as passé 1 journée et demie à taffer et tu fais sans écoute. Déjà, t'as quand même la dopamine d'avoir réussi à le faire. Ce qui est cool. Toi, t'as créé un truc et il est sur les sans écoute. Tu vas avoir 2-3 personnes qui vont dire « C'était trop bien ». Tu vas en avoir 97 qui vont rien te dire. Et tu fais ça une fois, t'es là, c'est cool. Une deuxième fois, t'es là... j'aurais aimé avoir 150 vu que la dernière fois j'en ai eu 100. Et puis tu fais ça pendant 6 mois, tu fais ça pendant 1 an et tu te décourages. Je sais pas s'il y a des gens qui se tâtent à commencer un podcast et qui nous écoutent là ou nous regardent. Mais franchement, on s'en fout des écoutes, quoi. Genre, regardez pas les écoutes, ce serait l'idéal. Moi, je préfère dire aux gens, faites une saison 1. Quel que soit le truc, que ce soit une fiction ou... pas une fiction justement, on peut se dire tiens, je peux clore une sorte d'arc d'un sujet ou quelque chose comme ça en disant voilà, j'ai fait 10 épisodes, faites plutôt ça parce que c'est mieux d'avoir une sorte d'œuvre qu'on a sortie, surtout que tu sais, il y a cette stat, je crois que c'est tous les 80% des podcasts n'atteignent pas l'épisode 8 je crois, ou des choses comme ça. Donc allez-y, faites 10 épisodes bien, comme ça, tu as le temps de les enregistrer, tu as le temps de les faire, et tu peux te dire, tiens, voilà, ok, regardez, c'est ça que je peux faire, c'est ça que j'ai fait chez moi en plus, etc. T'sais, même toi, j'imagine que quelqu'un qui arrive, qui cherche à être produit par toi, mais qui arrive avec déjà une saison 1, ça c'est... c'est cool. Tu dis, bon voilà, tu sais faire, quoi, déjà. Ouais. Et on peut peut-être bosser encore plus vite, etc. Mais dans le sens où c'est vrai qu'on vit quand même dans une société où on a les vues, les écoutes, etc. qui comptent peut-être un peu trop personnellement, alors que tu réalises que peut-être dans 2 ans, cette saison 1, elle va avoir beaucoup plus d'écoutes que maintenant, tu sais, quand tu la sors.
Et moi, j'ai plein de podcasts, d'épisodes de podcasts que j'ai sortis il y a plus de 3 ans, etc., qui ont beaucoup plus d'écoute maintenant qu'il y en avait il y a 3 ans. Donc, tu touches quand même des gens. Donc, ça sert à rien à l'époque de se décourager sur le peu de vues. En fait. Ça, c'est vrai parce que tu as continué à en faire. Oui, la pérennité du... Ouais, tout à fait. Et c'est là où il faut continuer, il faut persévérer. Ouais. Je sais plus qui disait, c'est fais ton premier épisode de podcast le plus rapidement possible. Ouais. Il sera nul. Mais comme ça, le deuxième, fais-le oublier par la qualité de... Ouais, mais c'est ça, c'est pareil sur ton premier roman ou ton premier texte. Bonjour les flics. Ouais. Ta première création, elle sera moins bien. Mais c'est pas grave, au moins, tu pourras plus vite passer à la deuxième qui sera mieux. Ouais. Et ça, c'est cool. Ça, c'est... Ça fait plaisir à entendre, tu vois. Ouais, c'est partir du principe que ta première page, c'est de la merde. Mais même... Allez-y, écrivez de la merde, au moins, tu sais, on s'est sorti, on flush, mais aussi, t'es sorti de la paralysie pré-productive, tu vois, et comme ça, tu fais, bon, ok, maintenant, j'ai fait la démarche de mettre le crayon sur le papier, et tout le reste va sortir. Et je l'ai fait une fois, vas-y, on le refait différemment. Ne découragez pas tant que ça vous fait du bien, en fait, tu vois. Si c'est un acte de torture de faire un podcast, qu'est-ce que tu fais ? Va faire autre chose qui rapporte plus d'argent. Et puis, c'est pas parce que c'est la mode qu'il faut absolument faire. Oui, carrément. Et puis, laissez-nous faire, nous. Ouais, mais moi, c'est moi parce que j'aime bien. Enfin, c'est un peu bizarre de donner des conseils, genre comme si j'avais quelconque. Mais en fait, moi, je veux juste pousser les gens à avoir leur voix sur la place publique, quoi. Mais oui, parce que, enfin, l'espace, il est là. Il y a... Effectivement, tu peux te dire tout a été fait. Et à chaque fois que je me dis que tout a été fait, je tombe sur un nouveau format et je me dis, bah non, tout n'a pas été fait, évidemment que non. Et puis aussi, même si tu fais quelque chose, si tu as une idée qui est très similaire à quelque chose, mais toi, tu ne l'as pas fait. C'est-à-dire ta voix qui fait cette critique ciné, tu vois, mais tu pourrais dire, n'a pas été... Et à un moment, tu vas trouver ton angle, et peut-être que toi, ça va plaire plus ou moins qu'un autre, mais c'est pas grave, au moins ce sera toi. Et puis surtout, tu trouveras aussi ta communauté. La boucle est bouclée. Exactement. Est-ce que tu veux faire de la pub pour quelque chose, je vais faire un récap rapide des trucs dont j'ai parlé. Vas-y, c'est vraiment... Donc il y a Allons enfants de l'Apathie avec Jean-Michel Apathy qui vous explique la politique, c'est du lundi au vendredi. Il y a les croustilles, c'est lundi, mercredi et vendredi pour apprendre plein de trucs en 3 minutes. Yes. Il y a 7,40€ pour que vous n'ayez pas à lire 50 nuances degrés. Et puis sinon, tous les podcasts du label Podcut aussi, donc de la fiction. Il y a des recos sur Watchlist de trucs à regarder sur les plateformes de SVOD. Et si vous ne savez pas quoi écouter en podcast, il y a Génération Podcast avec un épisode toutes les semaines et une fois par mois, c'est des recos par Bibi. Trop bien. Merci beaucoup, Vincent. Merci à toi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça aide beaucoup. Tu le sais toi-même. Oui. Avec l'algorithme d'iTunes, comme ça, on va proposer ce podcast à des personnes qui ne l'ont pas encore écouté. Et puis, pareil, il y a le lien Instagram. Abonnez-vous à Vincent sur Instagram et suivez-moi. Et puis, en spectacle tous les jeudis à la Petite Loge. Donc, bisous à tous. Salut.